Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au nom du Fire Forum, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Vous pouvez, comme vous le voyez sur le slide, vous connecter donc sur le LinkedIn du Fire Forum par le QR code. Mon nom est François Pijolet, je suis donc Country Manager Belux chez Vetrotech Saint-Gobain et avec John Peterdicky aujourd'hui, directeur chez Odis. Nous sommes membres du groupe de travail porte, coupe-feu et vitrage au sein du PFPA, The Passive Fire Protection Association. Durant l'heure qui suit, nous allons tenter de vous informer sur les sujets des portes résistantes au feu d'une manière objective et, nous l'espérons, intéressante. Alors ici, vous voyez les autres activités auxquelles vous pouvez participer auprès du Fire Forum. Commençons maintenant dans le vif du sujet par le webinaire Portes résistantes au feu EI. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler, entre autres choses, des différents types de portes résistantes au feu. Ensuite également de la réglementation qui est d'application, puis de l'état des lieux en ce qui concerne le marquage CE des portes. On regardera également plus en détail la composition de certaines portes résistantes au feu. Ensuite, plus précisément, dans la pratique, les points d'attention, ce qu'il faut faire et ne pas faire avant d'entamer nos conclusions. Cette présentation dure environ 40 minutes et au cours de la présentation, vous avez l'opportunité de poser vos questions via le chat du Teams. Bien sûr, ensuite, vous pouvez poser vos questions en live après la présentation et avec John, nous tenterons d'y répondre. Je vous souhaite d'ores et déjà un intéressant webinaire et nous l'espérons un bon moment d'apprentissage pour vous. Nous vous remercions d'avance pour votre attention et pour vos questions. N'oubliez pas d'éteindre votre micro pendant la présentation et je cède maintenant la parole à John. Merci. Merci François. Donc je vais faire cette présentation sur les portes résistantes au feu, les portes donc EI. Et je vais donc commencer cette présentation. Alors, la première question, c'est une porte résistante au feu, c'est quoi? En fait, c'est une porte qui présente une certaine résistance contre l'attaque du feu. Elle fait partie intégrante du compartimentage coupe-feu du bâtiment. Les fonctions d'une porte coupe-feu, bien entendu, c'est prévenir la propagation du feu. Donc, quand on parle de compartimentage, le compartimentage coupe-feu vise à laisser le feu dans un endroit du bâtiment et permettre aux pompiers d'intervenir rapidement pour éteindre le feu. Autrement, tout votre bâtiment est en feu. Également, une des fonctions, c'est protéger et maintenir la stabilité du bâtiment, bien entendu. Sécuriser les issues de secours pour les utilisateurs et sécuriser l'accès du bâtiment pour les services d'intervention, donc les pompiers dont je parlais. Les portes et systèmes vitrés résistantes au feu. Les types de portes qui résistent au feu, il y en a plusieurs, on va vous les expliquer, et également avec des photos, comme ça vous verrez des portes donc, qui ont été installées. Vous avez principalement des portes en bois, qu'elles soient pleines ou avec vitrage. Ces portes en bois ont des applications donc dans les bâtiments résidentiels, dans les hôpitaux, donc les endroits qui sont accessibles au public. Ensuite, les portes métalliques. Les applications sont des applications industrielles, aussi dans des garages. Il faut savoir que des portes métalliques avec application industrielle en Belgique, ces mêmes portes métalliques en Italie et en Espagne, par exemple, pourront avoir des applications dans les bâtiments privés, dans les hôtels. Les portes entièrement vitrées pour l'intérieur, souvent donc avec un vitrage qui est sur pivot. Ensuite, les systèmes vitrés qui soient bois, acier ou aluminium pour des applications intérieures et extérieures. Et puis des portes sectionnelles et coulissantes pour des applications industrielles, principalement dans des grands halls de stockage.
Voilà quelques exemples, donc des photos de portes coupe-feu, donc résistantes au feu en bois, qui ont été donc prises dans différents bâtiments. Ici, c'est une porte en bois qui protège une cage d'ascenseur. Cette porte en bois a été donc, la photo a été prise ici dans le bâtiment où nous trouvons boulevard Reyers, le bâtiment Blue Point d'Agoria. Porte métallique. Les portes métalliques, ici, c'est une porte qui est testée lors d'un essai au feu. Les portes métalliques, donc, pour des applications industrielles en Belgique. Ici, vous avez des portes qui sont entièrement vitrées. Donc, vous voyez, on privilégie vraiment la vision d'un endroit à un autre. Des systèmes vitrés, donc ce sont des vitrages coupe-feu qui sont montés dans un châssis, qui soit en aluminium, qui soit en acier ou qui soit en bois. Ici, l'application est en aluminium. Les mêmes portes, mais avec un châssis en bois. Donc, vitrage coupe-feu mis dans un châssis en bois. Des portes sectionnelles, donc les portes sectionnelles pour des hangars de stockage. Ici, donc, c'est une porte EI 60 minutes dans un hangar de stockage. La même porte sectionnelle, enfin, c'est en tout cas le même fabricant belge, et c'est une porte qui a été testée au Warrington Fire Ghent, donc à Gand. Là, c'est lors de l'essai au feu, c'est le début de l'essai au feu. Nous allons maintenant parler de la réglementation concernant donc ces normes pour les portes et les systèmes vitrés résistants au feu. Donc vous savez que depuis 68, il y a la NBN 713-020 qui est d'application pour les portes. Pourquoi 68? Il faut savoir qu'en Belgique, il y a eu vraiment un accident dramatique le 22 mai 1967 avec l'incendie donc de l'innovation qui a fait 250 morts. Et c'est à ce moment-là où le législateur belge a pris conscience qu'il fallait avoir une norme d'essai pour les bâtiments, donc norme d'essai de résistance au feu pour les bâtiments et les portes. Cette norme, normalement, était d'application jusqu'au mois de décembre 2019, mais elle a été prolongée jusqu'au 1er juillet 2022. Ensuite, en 2007, a été publiée la norme européenne, la EN 1634-1. La différence, en fait, entre ces deux normes, c'est la pression qu'il y a dans le four. Donc, la norme belge, la pression était de 20 pascal à 2 mètres du seuil de la porte, tandis que la norme européenne, c'est 20 pascal à 3 mètres du seuil, et vous avez donc une pression nulle à 50 cm du bas de la porte. Alors, tout le monde pense que les normes européennes, c'est plus facile de les passer que les normes belges. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a le troisième point qui est très important. Ce sont les thermocouples plats qui sont dans le four maintenant selon cette norme européenne. Et ces thermocouples, en début d'essai, doivent emmagasiner beaucoup plus de chaleur. En fait, on doit mettre plus de flammes de gaz dans le four, et ce qui fait que il y a une montée en température assez importante en début d'essai. Il faut mettre beaucoup de calories dans le four. Ce qui fait que en Belgique, les fabricants de portes ont du mal à passer les essais selon la norme européenne. La pression dans le four, je vais y revenir sur cette affaire donc de ISO 834. Vous allez voir le graphe, en fait, comme ça va vous expliquer la situation. Et la courbe ISO 834. Voilà, ça c'est ces différentes courbes. C'est un diagramme que j'ai reçu de Edwin van Wesemal. Il est en néerlandais, mais je vais vous le traduire. Vous avez la courbe noire, donc ce qu'on appelle la courbe donc standard, c'est la courbe ISO 834. Ensuite, vous avez une courbe qui est rouge, en rouge. Ça, c'est la courbe des hydrocarbures. On simule en fait un incendie d'un camion qui est en feu dans un tunnel. Ce qui a été fait suite à l'accident du Mont Blanc. Et on peut tester des portes donc selon cette courbe de hydrocarbures.
Ensuite, la courbe en bleu, ça c'est la courbe d'un vrai incendie dans un local. En fait, vous avez une phase ascendante où vous avez énormément d'oxygène dans la pièce, vous avez la combustion de tout ce qui peut brûler dans cette pièce, et vous avez après une vingtaine de minutes ce qu'on appelle le flashover à plus ou moins 500 degrés, 450, 500 degrés. Flashover qui est tellement redouté par les pompiers, où tout s'embrase dans la pièce. Et puis après ça, la température continue à augmenter et il n'y a plus d'oxygène dans la pièce, donc il n'y a plus de combustion possible et le feu a tendance à diminuer et diminue même. Donc c'est la phase, ce qu'on appelle descendante. Ce diagramme ici vous montre la différence entre la pression dans le four selon la norme belge et selon la norme européenne. Donc il faut regarder la courbe rouge et la courbe bleue. La courbe rouge, donc le D, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc vous avez 0 pascal à 50 cm du seuil de la porte et vous avez 20 pascal à 3 mètres de haut. Tandis que la norme belge, elle, vous avez une pression positive tout le temps sur la porte, ce qui fait que les flammes ont tendance à être ramenées vers la porte. Et vous avez donc 28 pascal à 3 mètres du seuil de la porte et 20 pascal à 2 mètres du seuil de la porte. Les autres courbes vous montrent la courbe, la A, c'est la courbe allemande, la B, c'était l'ancienne courbe des Français, et la C, c'est aussi une courbe allemande, donc la DIN 4102. Ce slide-ci vous montre les différences pour les essais au feu avec les charnières côté feu et côté non-feu. C'est très important. En fait, la norme belge, quand on testait selon la norme belge, on testait toujours avec les charnières côté non-feu, alors que dans la norme européenne, cela diffère. Quand vous avez une porte bois et une huisserie bois, vous pouvez donc la porte est testée uniquement dans un sens, c'est les charnières côté feu. C'est beaucoup plus défavorable que des charnières côté non-feu. Il y a une déformation de la porte et la porte a tendance, en tout cas le haut de la porte a tendance à rentrer vers le four, ce qui peut avoir des passages de flammes au-dessus de la porte. C'est souvent d'ailleurs ça, pour cette raison, que l'essai au feu est déclassé. Ensuite, pour des essais feu dans les deux sens, donc charnière côté feu, charnière côté non-feu, ce sont les porte-bois et les huisseries métalliques, les portes et huisseries métalliques et les systèmes de portes vitrées. Et les portes entièrement vitrées, elles pourront être testées que dans un sens si la porte est symétrique, bien entendu. Autrement, c'est dans les deux sens. Alors, en Belgique, vous avez l'arrêté royal donc, du mois de décembre 2016 qui fixe les normes de prévention contre le feu et l'explosion à laquelle les nouveaux bâtiments doivent se conformer. Donc, cette NBN dont je vous avais parlé n'était plus d'application depuis décembre 2019, mais elle a été prolongée jusqu'au 1er juillet 2022. Ensuite, il y a un rapport d'essai au feu. Il y a des exapes éventuellement. Il y a un système Benor ATG qui peut être demandé, mais qui n'est pas obligatoire. Je vais y revenir. Et donc, les portes doivent avoir une exigence EI1 en Belgique. Je vais également y revenir. Pourquoi EI1 ? Parce que la NBN 713-020 était aussi comme des exigences EI1. Je vais y revenir. Ces mêmes portes qui sont donc résistantes au feu doivent aussi avoir des caractéristiques mécaniques, dimensionnelles, également des cycles de va-et-vient. On ouvre et on ferme la porte, 20 000 cycles par exemple, 5 000 cycles, ça dépend un peu des utilisations. Ce sont toutes des normes qui existent. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais elles sont là. Voilà. Comme ça, vous avez les numéros de ces normes-là. Et la STS 53.1 vous donne plus de renseignements sur ces normes. Alors, une porte, la classification d'une porte selon la EN 501-2, il y a 3 critères. Il y a le critère E,
le critère W et le critère I. Le E, c'est l'étanchéité au passage de flammes. Donc, c'est les flammes qui se trouvent dans le four ne peuvent pas passer au travers de la porte et donc se retrouver du côté non-feu. Le rayonnement thermique, je vais vous montrer comment on le mesure, mais le maximum de ce rayonnement thermique est de 15 kW par mètre carré. Et l'isolation thermique, c'est donc les thermocouples qui sont placés sur la porte coupe-feu. Et ça, c'est donc le placement est régi par donc une norme. La moyenne de ces thermocouples doit être de moins de 140 degrés et un maximum de 180 degrés en un point. Le critère R n'est pas retenu pour les portes parce que ce n'est pas une structure portante. Ici, vous avez des informations quand je parlais là de EI1 et EI2. Donc en Belgique, c'est EI1. Ça veut dire quoi, EI1? Ça veut dire que les thermocouples sont placés à 25 mm du bord de la porte. EI2, ils sont placés à 100 mm, ce qui veut dire que EI1 est plus contraignant que EI2. Également, le critère EI2 fixe que la température maximale sur la huisserie est de 360 degrés, alors que EI1 sur la huisserie, c'est 180 degrés. Donc, plus contraignant. Il faut savoir que la Belgique est le seul pays à rendre ce critère EI1 obligatoire. Les autres pays, en général, c'est EI2, voire E ou EW. Quoique la situation est en train de changer dans certains pays. Ces photos ici vous montrent les différents critères dont je parlais, la E, W et I. Ici, la photo de gauche, vous voyez donc l'étanchéité aux flammes. Hein, après 37 minutes, les flammes passent, donc la porte est déclassée. Et du côté droit, on mesure avec l'appareil qui est vertical, on mesure donc la radiation thermique, hein, qui peut être maximum de 15 watts par mètre carré. Donc c'est le rayonnement, en fait, ici en l'occurrence du vitrage coupe-feu. Ici, vous voyez des vitrages qui sont EI, hein, donc qui maximum de la température 140 degrés en moyenne et 180 degrés en un point. Et sur les deux photos de droite, on vous montre le fameux test coton. Donc ce test coton, aussi qui est normalisé, avec les dimensions du coton et pendant combien de temps on peut le mettre sur la porte. Vous voyez sur l'image de bas à droite, c'est le coton qui s'est enflammé. Donc là aussi, la porte est déclassée à cause de ce test coton qui est positif. Ici, c'est une porte coupe-feu en bois. Le fabricant est un fabricant belge. C'est très intéressant parce que cette photo a été prise chez Effectis aux Pays-Bas. Et là, vous avez les trois critères qui sont mesurés, donc E, I et W. Et vous avez également, comme vous le voyez là sur les positions des thermocouples, le critère EI1 et le critère EI2 qui est mesuré, ainsi que donc la radiation thermique. Vous avez donc les deux appareils là qui se trouvent devant la porte, qui mesure la radiation thermique. Ici, c'est la même porte, toujours, mais qui est déclassée après 60 minutes parce qu'il y a un passage de flamme au niveau donc, du pare close qui tient le vitrage coupe-feu. Donc le critère E n'est plus respecté. Donc les normes européennes, j'en parlais tout à l'heure, mais ici c'est un résumé, comme ça vous savez quoi. On parle de la 1634-1, ça c'est pour les portes, mais la -2 c'est pour les quincailleries, c'est important aussi. Et la -3 c'est pour les essais d'étanchéité aux fumées, des portes et fermetures. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément énormément utilisé en Belgique, mais qui est utilisé dans d'autres pays beaucoup plus fréquemment. Je parle de l'Angleterre et je parle aussi, mais ça c'est selon la norme américaine, aux États-Unis, où vous avez énormément de portes qui sont coupe-feu et étanches aux fumées. Alors, pour parler de cette norme-là,
vous avez donc deux critères pour l'étanchéité aux fumées. C'est l'étanchéité à température ambiante, et puis après ça, je vais y venir par après, l'étanchéité à une température de 200 degrés. À température ambiante, c'est plus ou moins, donc c'est 20 degrés plus ou moins 10. On va tester, donc c'est un four qui est spécial, hein, le Warrington Firegate, ils ont ce four-là. C'est pas avec des brûleurs de manière standard comme un essai de résistance au feu, mais donc on met de la pression dans ce four et on regarde quel est le débit de fuite d'air autour de la porte. Et en fait, ce débit d'air ne peut être supérieur à 30 mètres cubes par heure par mètre du périmètre de l'ouverture de la porte. Et pour donc le SA à température ambiante, on vient coller le bas de la porte. Ensuite, le critère, donc le S, ce qu'on appelle le critère, le S200, donc là, on augmente la température dans le four durant 30 minutes de 20 degrés à 200 degrés. Et là, on mesure avec 3 pressions. On ne peut plus coller le bas des portes et chaque face doit être testée. Donc, donc le charnière côté feu et côté non-feu. Et là, le critère, c'est aussi maximum 30 mètres cubes par heure par mètre du périmètre de l'ouverture de la porte. En Belgique, vous avez deux cas où on doit utiliser ces portes donc S200. C'est dans les bâtiments hauts et c'est toutes les portes qui donnent accès sur une cage d'escalier et également les communications entre chemin d'évacuation et cage d'escalier. Donc là, on a le critère obligatoire EI1 30 minutes et S200 pour ces deux cas-là. Ça, vous avez les références des annexes et les numéros des articles. Alors, le marquage CE des fermetures résistantes au feu, c'est un point important de notre webinaire d'aujourd'hui. Qu'en est-il? Donc, le marquage CE, avec le marquage CE, les fabricants indiquent qu'ils assument la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées. Donc, c'est un certificat plutôt de conformité, ce n'est pas un certificat de qualité. Ça, c'est important à savoir. Et c'est le marquage CE est fait par le fabricant lui-même. Je vais y revenir. Donc, vous avez une norme produit qui a été publiée en 2014, qui est la EN 16034, qui est la norme produit pour les fermetures résistantes au feu. Cette norme produit doit être utilisée avec 4 autres normes produits qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc, vous avez la EN 13241 qui concerne les portes sectionnelles industrielles et les portes de garage. La 14351-1 qui concerne les fenêtres et portes extérieures. Ensuite, la 14351-2 qui concerne les portes intérieures, qui est vraiment le gros des portes coupe-feu qui sont fabriquées. Et la EN 16361 pour les portes motorisées pour piétons. Les deux dernières normes ne sont pas publiées jusqu'à présent dans le journal officiel. Il n'y a que les deux premières normes qui ont été publiées. Ça veut dire que le marquage CE est obligatoire pour des portes sectionnelles industrielles et pour des portes extérieures. Mais il n'est pas obligatoire et il n'est pas fait pour des portes intérieures et des portes motorisées. La même porte, par exemple une porte en bois pour application extérieure et application intérieure, aura un marquage CE pour les applications extérieures et n'aura pas de marquage CE pour une application intérieure. Voilà. Dans ce marquage CE, on parlera donc de contrôle de production. Donc lorsque les portes sont fabriquées, contrôle qui sera fait par une troisième, donc un laboratoire indépendant. Ensuite, donc cette porte aura bien entendu passé un rapport d'essai et aura une classification selon la EN 1634-1 et éventuellement la -3. On aura fait des essais de durabilité, de corrosion, par exemple des cycles d'ouverture et de fermeture de portes. Ce qui amènera en fait à que cette porte aura une déclaration de performance, un DOP,
qui sera faite par le fabricant de portes et qu'il y aura donc un marquage CE pour les portes métalliques ou les portes bois. Le marquage CE portera sur le bloc-porte, c'est-à-dire le ventail et la huisserie. C'est important également à savoir. Vous voyez ici sur un graphe dans le temps ce qui est donc obligatoire et quand ça s'est passé. Donc je parlais là du mois de novembre 2019 où le marquage CE est obligatoire pour les portes extérieures et les portes sectionnelles, avec donc les DOP et éventuellement un Bénor ATG. Je vais également revenir sur la notion de Bénor ATG. Ça, c'est avec la norme qui est publiée, puisqu'elle a été publiée. Ensuite, quand la norme n'est pas publiée, eh ben, il n'y a pas de marquage CE. Et la date de publication, on ne la connaît pas dans le journal officiel, donc l'OJE. Bon, il faut savoir qu'il y a des lobbies européens et certains fabricants de portes essayent donc de retenir au maximum la publication de cette norme produit pour le moment, et on parle d'éventuellement une publication dans 3, 4 ans, 5 ans, enfin bon, voilà. On n'est pas très certain sur la date de la publication. Je parlais du système de Bénor, donc Bénor ATG, donc c'est un système de certification de la qualité des portes. Donc ce système n'est plus obligatoire en Belgique depuis à peu près une dizaine d'années. En fait, la Belgique a été condamnée par l'Union européenne parce que c'était une entrave à la libre circulation des biens. C'est un système volontaire, mais qui est toujours très pratiqué. Il y a au moins la moitié des portes coupe-feu en Belgique qui sont installées, qui ont un Bénor ATG. Vous voyez d'ailleurs sur la photo de droite le petit sigle du Bénor ATG. Donc c'est un sigle que reçoivent les fabricants de portes coupe-feu et qui mettent sur la tranche de leur porte. Ce système également vise le contrôle de la production de la porte et de la mise, donc de la mise de la porte sur le chantier. Comment elle est placée. Je vais également y revenir à cette affaire de placement des portes sur chantier, c'est très important. Les placeurs qui portent ces portes sont formés. Il y a un examen, en fait ça dure plus ou moins 1 an, et puis il y a un examen. Et ils sont certifiés, et ils sont contrôlés de manière régulière. Ce système donc est géré par l'ICIP, donc à Gand et à Liège. Ici donc je parle d'un système uniquement belgo-belge, sachant que le Bénor ATG, il y a d'autres pays qui aimeraient bien avoir un tel système également. Alors, pour vous donner des idées de composition de portes et de systèmes vitrés, je parle ici de manière très générale, mais ça vous donnera comme ça des idées. Donc, on parlera des portes bois, des portes métalliques et des systèmes vitrés. Ici, vous voyez sur l'image du haut, donc c'est une porte, donc c'est une section d'une porte EI1 60 minutes, une porte belge. Vous voyez donc l'âme de la porte qui est en aggloméré, le cadre de la porte qui tient mécaniquement la porte est en bois de sapin. En Belgique, c'est beaucoup le bois de sapin. Alors ça peut être éventuellement du bois exotique. Vous voyez les joints tumescents, donc ce sont les joints qui sont blancs, il y en a 2. Et ces joints, donc en Belgique, toujours pour les porte-bois, ce sont des joints qui sont non visibles. Il faut savoir que par exemple en France ou aux Pays-Bas, en Espagne, les joints d'une porte coupe-feu bois, les joints tumescents seront des joints visibles. Ici en Belgique, c'est non visible. Et également, il y aura un joint foisonnant, je vais y revenir également, qui protégera la serrure et les charnières de la porte. Dans le schéma du bas, vous voyez donc cette porte coupe-feu qui est mise dans une huisserie. Alors la huisserie, elle peut être en bois. Ici, c'est plutôt une huisserie métallique, on a coulé du béton dedans, mais il y a aussi des huisseries en inox et en aluminium. Il y a différents types de huisseries qui existent ici en Belgique. Ça, c'est donc pour les portes bois. Ensuite, les portes métalliques. Donc là, l'âme de la porte d'une porte métallique, ce sera donc de la laine de roche. C'est une composition très classique,
avec une feuille de porte métallique de chaque côté, un cadre qui rigidifie autour de la porte, c'est le point numéro 4. Vous avez un joint intumescent qui est situé sur la tranche de la porte. D'ailleurs, vous le voyez, le joint intumescent dans la photo en bas à droite. Donc, joint intumescent qui sera un joint qui est visible. Ici, donc, les deux photos, donc à gauche et au milieu, vous montrent donc à gauche une porte de vantaux et une charnière d'une porte métallique. Ici, on vous montre les compositions des systèmes vitrés. Donc ici, système vitré pas en bois, mais métallique et en aluminium. Vous voyez sur la photo en bas à droite qu'il faut des matériaux qui soient refroidissants, uniquement pour les portes métalliques et les portes en aluminium, les châssis métalliques et en aluminium, pardon, pour en fait soutenir l'aluminium qui va commencer à fondre à 600 degrés, et il faut que tout le système vitré reste debout. Donc il faut des matériaux refroidissants qui ne soient pas attaqués par le feu. Ces matériaux refroidissants peuvent être des plaques de silicate de calcium, de silicate de magnésium, du plâtre, il y a différents systèmes qui existent. Et également, donc, vous avez des joints intumescents qui sont au niveau du pourtour, du périmètre de la porte et au niveau du vitrage. Donc, dans la pratique, c'est important également, là on vous a donné des informations sur les normes, sur le marquage CE, mais dans la pratique, qu'est-ce que cela donne? Je parlais tout à l'heure des placements des portes coupe-feu, des portes résistantes au feu. Les points qui sont importants, je vais montrer par après des photos, comme ça vous verrez un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais les points qui sont importants, c'est respecter les jeux de fonctionnement qui ont été donc les jeux de fonctionnement testés lors d'un essai au feu. Également, le montage des vantaux doit être respecté. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Le resserrage entre la mûre et la huisserie, quand je dis resserrage, c'est resserrage coupe-feu, bien entendu, entre le mur et la huisserie, doit respecter ce qui a été testé. Il doit y avoir une protection des quincailleries, donc des serrures et des charnières. Là aussi, il faut se référer au rapport d'essai et au rapport de classification. Les jeux qui sont permis entre huisserie et porte sont décrits donc dans la STS 53-1 dont je parlais, et c'est maximum 5 mm entre huisserie et porte, et en bas de la porte, c'est maximum 8 mm. Sachant qu'il y a des fabricants en Belgique, bien entendu, qui ont fait des essais avec des jeux de bas de porte de 15, 20, 30 mm. Voilà. Là aussi, il faut se référer chaque fois au rapport d'essai. Et le site que je vous montre ici, que je vous indique, c'est le site où vous avez tous les ATG qui sont disponibles des portes résistantes au feu en Belgique. C'est un site qui est très, très intéressant. Alors, ici, on va commencer avec une vision un peu pessimiste, avec ce qu'il ne faut pas faire. Après ça, on fera l'optimiste avec ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu, c'est des ouvertures dans le ventail ou dans la huisserie, à moins que cela ait été testé. On ne peut pas augmenter la surface du verre. Ceci étant dit, il y a des exceptions qui sont prévues et qui sont bien définies. On ne peut pas changer la huisserie, on ne peut pas changer la serrure ou la charnière par une autre serrure, une autre charnière, à moins qu'elle ait été testée. Le revêtement de sol, si jamais vous testez avec du béton comme revêtement de sol, vous ne pouvez pas mettre un tapis par après, ou bien vous devez tester le tapis. Et le placement du bloc-porte, donc de la porte et du ventail, doit être fait de manière donc comme ça a été testé et pas comme ça n'a. Et si ça n'a pas été testé, on ne peut pas le faire de cette manière-là. Donc il faut bien respecter les jeux de montage et aussi le type de mur. Si vous testez une porte dans un mur avec donc des blocs de béton, vous ne pouvez pas mettre cette porte dans un mur qui est avec des plaques de plâtre, donc ce qu'on appelle un mur léger. Donc il faut, comme d'habitude, ce que je dis, il faut se rapporter au rapport d'essai et de classification.
Voilà, ici, on vous montre des photos avec ce qu'il ne faut pas faire. Donc la photo de gauche, vous voyez, c'est une porte double à 2 vantaux et les vantaux ne sont pas parallèles les uns par rapport à l'autre, alors que ce qui a été testé, ils étaient parallèles. Donc là aussi, le feu risque de passer. La porte à droite, là, le resserrage n'est pas fait. Donc vous voyez entre le mur et le cadre de la porte, il y a un vide. Si jamais il y a le feu, eh bien les flammes vont passer par cet endroit-là. Donc on n'a pas mis soit une laine de roche, soit une mousse polyuréthane coupe-feu. Toujours ce qu'il ne faut pas faire, donc la porte gauche, la mousse polyuréthane coupe-feu n'a pas été insuffisamment placée entre le mur, donc qui est un mur de plaques de plâtre, et la huisserie en bois. Vous voyez qu'il y a toujours des espaces. Donc là aussi, hein, le feu va se propager par cet endroit-là. Et la photo de droite vous montre un jeu qui est anormalement élevé entre le ventail et la huisserie. Et certainement que ce jeu-là n'a pas été testé non plus. Toujours avec ce qu'il ne faut pas faire, je parlais tout à l'heure là des jeux de fonctionnement en bas de la porte. Regardez ici, les jeux sont importants, il y a 20 mm, 30 mm. Est-ce que ça a été testé? À mon avis, ça n'a pas été testé. Et puis à droite, ça c'est une photo d'une porte qui est complètement endommagée. Vous voyez le rabat de la porte qui est endommagé. Si jamais cette porte doit résister au feu, elle ne va pas résister bien longtemps. Ici, c'est une serrure où on n'a pas mis le joint foisonnant. Et donc, vous voyez qu'il y a un passage, en fait, la serrure monte en température et le bois côté non-feu s'enflamme à cause de cette montée en température parce que tout simplement, il n'y a pas de joint foisonnant autour de la serrure. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce qui est bien. Ici, vous voyez un seuil de porte dans la photo, donc sur la photo de gauche, seuil de porte qui contient donc autour un joint foisonnant. Beaucoup de seuils de porte sont mis, alors qu'ils sont testés avec un joint foisonnant, ils sont mis sans joint foisonnant sur un chantier. Et la photo de droite vous montre donc un resserrage coupe-feu qui est bien fait avec de la laine de roche entre la huisserie et le mur. Ici également, vous voyez le joint sur la photo de gauche, le joint foisonnant qui est mis autour de la serrure. Donc, et la serrure va être placée dans la porte coupe-feu. Et sur la photo de droite, vous voyez une mousse polyuréthane coupe-feu donc qui a été bien mise entre la huisserie et le mur. L'espace est bien rempli et on coupe même le surplus avec un canif. Donc voilà, la porte est prête à être utilisée sur le chantier. Ensuite, je vais laisser donc la parole à mon collègue François concernant donc les conclusions. Merci John. Abordons maintenant la dernière partie de notre présentation par la conclusion, avant les réponses à vos quelques questions. Donc, ce qu'il est important de savoir lorsqu'on parle de porte coupe-feu dans un bâtiment, c'est de quoi a-t-on besoin? Ça commence par connaître l'exigence de résistance au feu. Est-ce qu'on parle d'une porte qui est EI1 30 minutes ou EI2 ou EI1 pardon 60 minutes? C'est de revenir aux conclusions. Ensuite, quelles sont les fonctionnalités qui vont être demandées à cette porte? Est-ce qu'il s'agit d'une porte va-et-vient qui va s'ouvrir dans les deux sens, ou d'une porte avec battée, ou d'une porte avec une fonction anti-panique ou autre? Quelles sont les exigences mécaniques que l'on va demander à cette porte au niveau résistance, choc, au niveau durabilité? Quels matériaux voulez-vous choisir? Porte métallique, porte bois, on a vu qu'il y a différents types possibles. Lorsque vous avez affaire à des portes qui comportent des vitrages, il y a également le choix entre des portes en bois, aluminium, acier.
quel est le type d'application dans lequel vous souhaitez utiliser ces portes? Est-ce qu'il s'agit d'applications intérieures ou extérieures? On a vu que donc les compositions des portes allaient être différentes, mais aussi les réglementations, hein. Marquage CE en cas de porte extérieure, pas possible encore à ce jour pour les portes intérieures. Et ensuite, quel est le meilleur choix du vitrage suivant votre application? Vitrage isolant, vitrage à amortissement acoustique, vitrage de sécurité, décoratif, etc. Où pouvez-vous trouver les informations nécessaires concernant les portes qui existent et qui sont donc testées et certifiées dans la déclaration de performance fournie par le fabricant? Cela figure également au marquage CE. Également au Benor ATG sur le site de l'UBATC que John a mentionné. Toutes les caractéristiques des portes, que ce soit les huisseries, les feuilles de porte, la quincaillerie, figurent également au rapport de classification. Vous pouvez également obtenir des renseignements auprès du fabricant, du menuisier ou de l'installateur qui doit disposer des fiches techniques et des documents nécessaires. Également, les pompiers peuvent avoir un rôle d'information et de prévention, de même que le bureau d'ingénieur en sécurité incendie ou le conseiller en prévention s'il y en a un donc, dans votre projet. Les informations nécessaires figurent également au dossier de prévention incendie ou au cahier de charge réalisé par les architectes. Voilà. Nous arrivons au terme de cette présentation. Merci en tout cas pour votre attention à toutes et tous. Avez-vous encore des questions? N'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat ou éventuellement à prendre la parole. Je vois donc dans le chat qu'il y a plusieurs questions qui n'ont pas été encore répondues. Je vais reprendre la première question. John, tu pourras donner ton avis là sur comment peut-on identifier une porte coupe-feu, une porte résistante au feu, lorsque l'on effectue une visite sur les lieux. Évidemment, lorsque cette porte dispose en tout cas d'un Benor ATG, on va pouvoir voir cette gommette, hein, cette marque sur la tranche cachée de la porte, mais comme on l'a dit, ce n'est pas un système obligatoire, ce n'est pas une certification obligatoire. Un autre moyen, bien entendu, c'est lorsque la porte comporte du vitrage. Il y aura sur le vitrage coupe-feu toujours un cachet qui atteste de la classe de résistance au feu du vitrage, donc de la porte. On parle également du fait de voir si un joint intumescent est présent sur la tranche de la porte, en cas de porte métallique. Et également que certains fabricants mettent sur la tranche de la porte le degré de résistance au feu, EI1 30, EI1 60, ainsi que leur nom. Ça se fait aussi. Voilà, donc le nom du fabricant et la classe de résistance. Mais pour une porte bois qui n'a pas de Benor ATG, on ne voit pas la différence entre une porte qui est coupe-feu, enfin résistante au feu, et qui n'est non résistante au feu. Voilà, merci. J'espère que... Si jamais il n'y a pas de sigle qui indique la résistance au feu. Voilà, j'espère que ça répond aux différentes questions sur ce sujet-là. Ensuite, il y a une question qui concernait un percement. Peut-on effectuer un percement dans une porte coupe-feu ou résistante au feu? Et qu'en est-il? Donc je relis la question dans sa totalité. Si on doit placer un détecteur pour l'ouverture automatique de la porte, il va falloir percer pour faire passer le câble. Oui. Qu'en est-il? Est-ce autorisé? Quelles sont les règles? Alors, à nouveau, notre réponse va être que ce système de quincaillerie et d'équipement pour l'ouverture automatique de la porte doit être testé conjointement avec la porte. Oui. Et si ce n'est pas le cas, on ne va pas pouvoir effectuer les réservations et les percements de la porte parce que ça va effectivement affaiblir la résistance au feu. Donc, tous les accessoires et les équipements d'ouverture de porte, serrure électrique, ouverture automatique, etc., doivent à un certain moment être testés au feu également. Je sais que l'ICIP peut donner des avis également à ce sujet-là.
D'accord. Alors, je poursuis la liste des questions. La mousse RF utilisée pour les resserrages ne doit-elle pas être non apparente? Bien entendu, ce qu'on vous a montré sur les photos, hein, c'est la technique, donc ce qui est derrière les finitions, où l'on voyait la mousse, bien entendu, Quand on voyait la qui est mousse, en fait, cachée il y a ensuite. quelque chose, il y a une pièce de bois qui va venir et qui va cacher, donc de manière esthétique, la mousse. Voilà. On est bien d'accord. Tout ça doit être fini pour que ça ne soit plus apparent. Je vois une question concernant un cylindre dans une porte RF. Est-il particulier? Doit-il lui aussi être RF? Ne peut donc-t-il pas être changé sans précaution? Oui, alors il y a effectivement, il y a des cylindres spécifiques pour les portes RF, en fait, qui évitent le passage de chaleur d'un endroit à un autre. Puisqu'en fait, on peut mettre sur le cylindre côté non-feu, on met un thermocouple qui est réglementé, bien entendu, la position est réglementée. Et je sais qu'il y a certains cylindres, alors je ne suis pas un fabricant de cylindres, mais qui laissent passer moins la chaleur du côté non-feu vers le côté non-feu, et qui sont des cylindres spécifiques pour des portes résistantes au feu. Oui. Peut-on peindre une porte coupe-feu? C'est une belle question, ça. Normalement, il faut se référer, encore une fois, à ce qui a été testé. Je sais que dans la pratique, on les peint. Je sais qu'il y a des peintures bon, qui ne donnent pas plus, enfin, qui ne sont pas nocives, qui n'influencent pas la résistance au feu. Les peintures en phase aqueuse, par exemple. Et théoriquement, il faut en tout cas un avis de l'ICIP ou avoir testé au préalable les types de peinture. Merci John. Alors, lors d'inondation du bas de la porte RF, qu'en est-il de la pérennité? Est-ce qu'il faut un remplacement complet de la porte ou est-ce que c'est soumis à l'appréciation du menuisier? Voilà. Donc là, on a eu exactement la même question en néerlandais mercredi. Alors, étant donné qu'il y a des joints intumescents qui sont aussi dans le bas de la porte, si le bas de la porte est inondé, il faut regarder d'abord, est-ce que le bois ou la partie métallique n'est pas abîmé, corrodé, ou le bois, il n'est pas abîmé. Et également, les joints intumescents peuvent souffrir d'une exposition à l'eau, à l'humidité trop importante. Donc là aussi, il faut regarder. Donc effectivement, une porte qui a été soumise à de l'eau, donc dans un local qui est inondé, il faut les inspecter parce qu'elles peuvent éventuellement perdre leur résistance au feu. C'est ça, notre avis est qu'elles doivent être examinées, elles doivent être expertisées par du personnel spécialisé à ce niveau-là. Alors, peut-on placer dans le bas d'une porte une protection métallique pour éviter les chocs sur une porte coupe-feu? C'est une belle question. Normalement, encore une fois, ça doit être testé. Voilà. Ceci étant dit, dans la pratique, il y a une pression qui est nulle. La partie métallique ne va pas influencer la résistance au feu de la porte. Voilà, mais ça, c'est moi qui parle. C'est pas Edwin Van Weeseman de le site qui parle. Ouais. Ah, c'est un peu une réponse générique. C'est une réponse normande. Tout ce qui est appliqué sur une porte coupe-feu et qui pourrait modifier son comportement au feu, donc sa réaction au feu, sa résistance, doit être testé ou en tout cas validé. On pose parfois la question, peut-on sur une porte coupe-feu vitrée, peut-on placer un film collé par exemple sur le vitrage? À nouveau, est-ce que ça a été testé ou pas? Parce que le film apporte une certaine masse calorifique et donc il peut s'enflammer et donc ça peut créer un risque supplémentaire par rapport à la porte sans le film. Donc toujours bien vérifier si tous les accessoires, les éléments secondaires sur la porte ont été testés. Oui, en fait, c'est très important ce que tu viens de dire. C'est la masse calorifique. Donc, si jamais il y a des éléments qui apportent une masse calorifique qui n'a pas été testée, eh ben, ça doit être testé de manière officielle. Bien entendu. Ensuite, on nous demande quelle est l'épaisseur maximale autorisée pour la mousse RF autour des portes.
Est-ce qu'il y a une épaisseur maximale autorisée ou est-ce qu'il faut se référer à nouveau à ce qui a été fait lors du test au feu? Il n'y a pas d'épaisseur maximale. Il faut se référer. Je sais qu'il y a des jeux, quand on dit épaisseur maximale, je crois que ce n'est pas l'épaisseur de la visserie, mais c'est l'épaisseur entre la visserie et le mur. Il y a en général, on teste des mousses avec des jeux de 20-30 mm qui ont été comblés par la mousse. Voilà, c'est ce qui se fait en Belgique, en manière traditionnelle. Voilà, et je vois qu'Bart a répondu également dans le chat. Il faut se référer effectivement au DOP dans la limite de ce qui a été testé. Voilà, y a-t-il encore d'autres questions? Il y en a une qui nous parvient à l'instant. Quelles sont les opérations de maintenance obligatoires ou recommandées au niveau d'une porte coupe-feu et de ses accessoires? Je crois que c'est également une excellente question. C'est une question qui a été aussi posée dans le webinaire en irlandais. Effectivement, donc actuellement en Belgique, il n'y a pas de maintenance annuelle obligatoire. Ceci étant dit, c'est ce que Bart Van Bever avait souligné, comme dans les cahiers des charges, oui, voilà, le codex, il y a une maintenance qui est prévue. Je sais par exemple que, encore une fois, en Angleterre ou aux États-Unis, toutes les portes coupe-feu doivent être vérifiées une fois par an. Donc en Belgique, ce n'est pas le cas de manière obligatoire. Mais un gestionnaire de bâtiment, par exemple celui dans lequel nous nous trouvons ici chez Agoria, à mon avis, vérifie ses portes coupe-feu au moins une fois par an parce que c'est un élément essentiel dans le compartimentage du bâtiment. Ouais. Et donc il y a un complément à la question. Le CBE demande de faire une maintenance annuelle au moins une fois, donc des équipements de protection incendie. Est-ce qu'une porte coupe-feu en fait partie? Oui, pour moi oui. Voilà. C'est un élément essentiel du compartimentage. Voilà. On est bien entendu ici en protection passive au feu et non pas active comme les extincteurs, mais voilà, c'est clair que ça fait partie du compartimentage de la protection globale du bâtiment. Et effectivement, tout ce qui est quincaillerie et joints tumescents qui sont placés dans les portes, tout ça, ça s'abîme donc année après année. Il serait bon d'avoir des inspections annuelles de toutes ces portes coupe-feu. Moi, je vois comme ça des portes coupe-feu où il n'y a plus de joints tumescents, ben, il n'y a plus de résistance au feu de la porte. C'est triste, mais c'est comme ça. D'accord. Une autre question concerne les conditions dans lesquelles un test au feu effectué avec un détecteur peut-il être utilisé pour placer le détecteur sur un autre type de porte? Alors, bien entendu, là, il faut voir, il y a bien entendu des possibilités de réutiliser certains tests qui ont été faits, pourvu que ce soit suivant les normes européennes et belges en vigueur et correspondantes. Oui. Il y a bien entendu des acceptations qui peuvent être faites. Il ne faut pas non plus tout retester avec tout, il ne faut pas réinventer la roue, mais il faut pouvoir prouver que chaque élément va pouvoir, en tout cas, va être ou a été testé au feu et va apporter la résistance nécessaire dans la protection du bâtiment. Alors, on nous pose parfois la question aussi, qui est la suivante, est-ce que le système de certification BENOR ATG, qui n'est pas obligatoire, est-ce qu'il va subsister? Est-ce qu'il va continuer à exister, même lorsque le marquage CE des portes sera disponible, des portes intérieures en tout cas? Voilà, on pense en tout cas que ce sera le cas. C'est une grande question en Belgique. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que ça continue, parce que c'est quand même un système de qualité. Et également, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la porte qui a donc un BENOR ATG, mais également le placeur est formé et est certifié. Ça, c'est très important. Moi, j'aimerais bien que ça continue. Ouais, mais à nouveau, hein, tant la formation des poseurs que la certification BENOR ATG est aujourd'hui sur base volontaire et non obligatoire. Tout à fait. La question est aussi quand le marquage CE sera-t-il disponible pour les portes intérieures? Oui. Tu en as parlé, ça peut être d'ici 3, 4, 5 ans. Point d'interrogation.
Voilà, l'avenir nous le dira, effectivement. Une autre petite précision que l'on voulait apporter, puisqu'on parle ici de classification des portes suivant les normes européennes, EI1 en Belgique, il y a un cas de figure dans lequel on peut utiliser encore des portes classées RF. Ce sont les rénovations de bâtiments, où là, il est admis que des portes RF testées suivant les normes belges puissent encore être mises en application. Tout à fait. Puisqu'il n'y a pas de permis de bâtir. Donc, on parlait tout à l'heure du 1er juillet 2022, hein, c'est demain. C'est la date de demande du permis de bâtir. Ce n'est pas la date du permis de bâtir, c'est la date de demande. Ça, c'est important. Voilà. Et effectivement, en cas de rénovation, il n'y a pas toujours de permis de bâtir, donc on peut continuer à utiliser les portes dénommées RF suivant les normes belges. D'autres questions? Nous arrivons bientôt au terme de l'heure consacrée à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard ou si vous souhaitez les poser de manière individuelle, bien entendu, le PFPA ainsi que Fireforum, nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous recevrez donc, comme on l'a mentionné en début de présentation, les slides et également l'enregistrement de ce webinaire. Et une nouvelle fois, merci beaucoup pour votre attention et votre participation via les questions posées dans le chat. Merci et bon après-midi à tous, puis bon week-end.